Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à un partenariat entre Mamoudzou et EDM. Et pour en parler, qui de mieux que le directeur d'EDM qui est sur notre plateau, Claude Hartmann, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Merci d'être présent ce matin. On est là justement pour parler de ce partenariat qui a lieu entre Mamoudzou et EDM pour le passage de la commune en zone d'électrification urbaine, comme on dit. Hier, vous étiez sur le terrain à Kaweni. Première question, qu'est-ce que vous avez ressenti? Une grande envie de travailler différemment. Pourquoi? En fait, on avait du monde de la ville, du monde de chez moi. Les deux entités se sont d'ailleurs gréées. On a embauché, on a structuré des techniciens, des équipes pour ça. Et finalement, c'était un moment où on concrétisait ce qu'on s'était déjà dit, plus en bureau, plus sur le plan politique, en disant on veut travailler ensemble. Là, en fait, c'était les techniciens qui étaient là. On a visualisé le projet de la ville, bien en amont, sur plan. Évidemment, derrière, ça va générer des travaux coordonnés. Ça paraît tellement simple et tellement évident que ça s'est jamais fait. Ou presque. Donc, oui, c'est une autre façon de travailler. Ce que j'ai senti, moi, c'est une certaine fierté parce que, ça fait un certain nombre d'années que je fais du réseau électrique, de l'électricité, et je sais par expérience que c'est la bonne méthode à la fin pour les clients et les citoyens aussi. Donc, j'ai ça en perspective, cette façon non improvisée de travailler, j'ai envie de dire, mais qui est au contraire très, très coordonnée. Et je connais les effets, c'est-à-dire une forme de sérénité, de qualité du service à la fin et finalement de bonheur pour tout le monde, de sérénité pour tout le monde. Donc moi, c'était un moment de plaisir qui concrétisait une action que j'ai lancée il y a quelques mois déjà, de se rapprocher des collectivités. Et avec Mamoudzou, ça marche. Mais c'est un immense projet que celui-là, c'est un sacré défi. Hein. Écoutez, de toute façon, l'un dans l'autre, moi j'investis tous les ans une dizaine de millions d'euros, plutôt que les investir soit sur plan de mon côté, soit à la ramasse, je vais dire, excusez-moi du terme, derrière les projets des communes, mieux vaut encore prévoir les choses ensemble et dépenser l'argent le mieux possible. Je crois que de toute façon, les travaux n'en seront que facilités au bout du bout. Kamar. Alors, monsieur le directeur, on sait que Mamoudzou, c'est le chef-lieu, mais quand on regarde, on remonte un peu à 15 ans, à 20 ans en arrière, on a l'impression qu'on a fait à la va-vite pour éclairer des zones aujourd'hui devenues des grands quartiers, alors qu'avant c'était des petits quartiers. Mais quand on regarde la norme même de nos constructions aujourd'hui, avec des étages, alors qu'à l'époque il n'y en avait pas, c'était plutôt des casse-cimes. Donc on retrouve des fois des poteaux électriques, même on sait même dans les jardins, dans les cours. Donc est-ce que là, c'est aussi un travail qui doit être fait d'abord avant de tout ouvrir et de commencer à construire de nouveau et surtout en normes? On peut faire les deux en même temps, parce qu'en fait, la toile d'araignée, pour appeler ça comme ça, qui s'étend quand l'habitat est informel, pas tout à fait urbanisé, avec des permis de construire éventuels, etc. Cette toile d'araignée, en fait, est complètement déstructurée. C'est pas un réseau. Au bout du bout, c'est juste des fils qui sont tirés d'un point où il y a de l'électricité, mais voilà, c'est pas un réseau. Je tire des fils, un peu comme vous dans le jardin, quand vous arrosez, vous tirez un tuyau, c'est la même chose. Un réseau, c'est différent. On a une voirie, on se met aujourd'hui en souterrain, on n'est pas en aérien, on enfouit les réseaux. Moi, je pose quasiment plus d'aérien. J'enfouis le réseau, si possible de part et d'autre de la route, ce qui fait que quel que soit le magasin qui ouvre, quel que soit l'étage qui se crée, vous avez déjà le réseau le long de la voirie, et donc vous pouvez alimenter les futurs clients ou les extensions ou les immeubles qui se feront peut-être dans 10 ans, la place des cases, tout arrivera, j'imagine. Ça permet finalement de prévoir, vous voyez ce que je veux dire, et non pas d'être derrière, à courir derrière. Et cette inversion-là, elle se fait assez facilement sur plan, parce que vous dessinez finalement le réseau rêvé, qui va durer 20 ou 30 ans dans sa structure, et qui permet finalement de faire tous les développements qu'on peut imaginer par la suite. Alors là, en plus, sur le cas d'espèce, on a déjà les usages, on sait qu'on aura une cantine, on sait qu'on aura une salle de sport, etc. Donc on imagine déjà les puissances consommées, c'est encore plus facile. Mais dans l'absolu, viabiliser une ville, ça consiste à poser du réseau avant les maisons. C'est ça l'idée. Et là, évidemment, là on est en retard, c'est comme ça, mais c'est pas une raison pour pas bien faire. Il faut se séparer des toiles d'araignée et puis structurer le réseau. Justement, c'est pour ça que même dans des gros chantiers, que ce soit au niveau de la route ou des gros chantiers, en tout cas concernant Mayotte, on a vu qu'à un moment donné, des fois même les entreprises n'étaient pas d'accord ou ne se concertaient pas. On avait chacun, parce que j'ai eu mon avance forfaitaire, donc je fais ma partie, l'autre est parti en vacances, le temps de retourner, donc il n'y avait jamais comment dire, c'était pas en symbiose, quoi. Donc du coup, on se retrouvait avec un chantier soit en retard parce que l'autre n'a pas fait l'assainissement. Est-ce que là, avec la municipalité, on commence ensemble, on finit ensemble?
Alors, pour ce qui est d'EDM et la municipalité, oui. Je pense que les autres opérateurs de réseau, quels qu'ils soient, assainissement eau, Orange, pour ne citer feront de même, j'imagine. En tout cas, à partir du moment où déjà deux partenaires structurent un projet, l'affichent, le planifient, c'est quand même plus simple pour les autres de se joindre. Bon, je pense d'ailleurs que sur le fond, c'est pas tous la même chose. L'électricité et l'eau, c'est plus souple. On est à profondeur limitée. L'assainissement, c'est beaucoup plus compliqué. L'assainissement doit être prévu en premier puisque c'est au milieu de la rue et en profondeur. Mais, enfin, je veux dire, la démarche qu'on a entamée nous, j'imagine que la ville va le faire avec les autres opérateurs. C'est d'ailleurs une question d'hier. Bon, il n'était pas là parce qu'il n'était pas invité. Je ne doute pas une seconde que l'intention sera la même que la mienne, puisque, enfin, c'est vrai que les budgets sont parfois un peu stop and go. Hein. Il y en a pas, d'accord. Enfin, finalement, on a tous intérêt à planifier et à faire bien du premier coup. Lors de votre visite hier, vous avez certainement vu tous ces branchements illégaux qui sont faits. Vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez les laisser ou vous allez les défaire dans les prochains jours? Alors, ces branchements illégaux, on va dire pirates, peu importe le nom, c'est des gens qui cherchent à avoir de l'électricité qu'ils ne peuvent pas avoir de manière classique. Parce que justement, il n'y a pas de réseau, et il ne peut pas y en avoir parce qu'il n'y a pas de voirie, et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de permis de construire. On est donc dans une zone informelle, dans laquelle il ne peut pas y avoir de réseau a priori, malheureusement d'ailleurs. C'est dangereux. C'est dangereux parce que ça revient à faire un réseau soi-même finalement, et ça comporte évidemment en cas de court-circuit plein de risques d'incendie, d'électrocution, etc. Très dangereux. C'est illégal, oui. Si moi je trouve un câble qui part d'un compteur légal, lui pour aller alimenter des maisons informelles, je vais enlever ce câble et il y aura une amende pour celui qui fournit cette électricité. Est-ce que je suis fier de ça? Non, c'est juste la règle. Je pense que l'idée, c'est un petit peu ce qui a été vu hier matin aussi, c'est de dire finalement grignotons cet habitat informel là où on peut, redonnons du formel à l'informel. Parce qu'en fait, quand vous allez dans ces quartiers, hier c'était très intéressant, vous avez des endroits où les ruelles, si on peut appeler ça des ruelles, ont 50 cm de large, et ça monte et c'est mouillé, c'est difficile. Puis il y a d'autres endroits où il y a des trous qui sont d'ailleurs relativement plats, et quand on pose la question pourquoi est-ce que là c'est pas habité alors que ça se prête très 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 bien, c'est une question de foncier souvent. Donc je pense qu'en gérant le foncier autrement, on pourrait commencer à aménager ces quartiers informels et grignoter sur l'informel. Et là, les réseaux retrouvent leur place, puisque on avancerait sur ces secteurs-là pour quelque part être au début décaser, mais reconstruire quelque part. Et finalement structurer les quartiers. Et je pense que c'est l'avenir. C'est pas l'objet de l'opération rénovation urbaine. Hein, on est plus dans la partie à l'arrière de la MJC de Kaweni, à l'arrière du lycée Mamoudzou Nord. Mais on voit bien qu'il faut continuer. Il faut aller plus loin. Il faut aller rentrer dans ces quartiers-là et travailler la structuration. Quand on parle restructuration, on parle des coupures d'eau. Aujourd'hui, on sait que on consomme plus que ce qu'on produit. Est-ce qu'il y a un risque avec EDM qu'on consomme plus d'électricité que Mayotte peut en produire? On est à une augmentation, j'imagine comme l'autre, d'environ 4 à 5% par an, ce qui est pas négligeable. Dans le monde entier, on est plutôt flat, voire en légère décroissance dans les pays les plus avancés en termes de consommation. Et donc, ça augmente. La réserve, moi j'ai à peu près 2 fois la réserve de ce qu'il faut pour passer, donc je suis très à l'aise, beaucoup plus que nos collègues de l'eau. Et on prévoit avec l'État, la programmation plurielle de l'énergie, de nouvelles installations, principalement photovoltaïques, mais également en dur dans les prochaines années. Donc en fait, l'anticipation est suffisante pour ne pas être en situation de pénurie. Ça marche. Après, vous allez me dire, mais il y a quand même des coupures. Oui, j'allais revenir. Alors, pourquoi ces coupures? En fait, eh bien, c'est étonnant parce que le réseau est maintenant à 60-70% souterrain, donc ça c'est plutôt très très bien. Un réseau souterrain est protégé, ça tient 40 ans, etc. Et en fait, du fait de peut-être d'une certaine manière, les entreprises qui creusent, qui n'ont pas trop l'habitude, qui nous en abîment, hein, c'est parce que quand vous y allez à l'appel, ça casse, il y a un court-circuit, c'est-à-dire dangereux aussi pour l'opérateur, ça aussi, mais bon. Mais toujours est-il que si on fait ça, il y a tout le câble qui est hors service, ça veut dire que des quartiers entiers, en 1 heure, on remet le courant, mais ça explique les problèmes. Et puis on a la question du vol de courant, qui là aussi nous pénalise. Alors c'est souvent du vol de courant qui n'est pas instantané, il ne faut pas imaginer quelqu'un qui vient et qui s'électrocute, c'est souvent
souvent des gens qui essayent de bricoler quelque chose pendant la pose du câble, hein, sans que ça se voit nuitamment, enfin, avant qu'il soit enfoui. Et finalement, ça crée une panne par la suite. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, toujours est-il que le souterrain est d'une fiabilité extraordinaire pour peu qu'on ne l'abîme pas. Or, à Mayotte, on l'abîme, parce qu'il y a des gens qui, pour diverses raisons, descendent dans le sous-sol et mettent des coups sur les câbles. Vous les poursuivez, oui, ces gens-là? Oui, systématiquement, oui. Ouais. Bah, pas toujours de succès, mais on poursuit. Et puis alors, pour ce qui est des entreprises, elles payent le remplacement à neuf, bien sûr. Oui, parce que aussi le problème quand il y a des coupures, notamment il y a une grande coupure sur l'île généralisée. C'était En décembre, 16 décembre, ouais. Oui. Ça ça a pénalisé tout Mayotte, quoi. Hein. Oui, alors la cause d'origine, c'était une tentative de vol de courant, très bien. Après, ne me faites pas dire ce qui n'est pas vrai. C'est pas à chaque panne localisée que toute l'île va se retrouver coupée. Ce soir-là, c'était un peu avant minuit. On était en situation, on avait nous-mêmes pris quelques risques de maintenance, parce qu'un réseau, ça se maintient. Donc on était en situation de fragilité, et c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Bon, après, une fois que parce que ce qui se passe après, c'est que les machines s'arrêtent, si vous voulez. Il n'y a plus de moteur, il n'y a plus de photovoltaïque la nuit, n'y pensait même pas. Donc il n'y a plus d'électricité. Il faut repartir à zéro en démarrant un petit groupe électrogène, petit à petit reconstruire l'ensemble. Bon, ça prend un peu de temps, surtout quand c'est au milieu de la nuit qu'il faut faire venir tout le monde. Je trouve que mes collègues ont plutôt été bons, parce que 4-5 heures du matin, presque tout le monde avait du courant, sauf l'endroit à Pamandzi où il y avait la panne elle-même. Mais bon, voilà, ça arrive. Sur les systèmes insulaires, en fait, qui ne sont pas interconnectés à l'Europe entière, oui, c'est un peu plus fragile, parce qu'il faut que vous sachiez, en tout, il y a 10 ou 11, parfois même que 4 au cœur de la nuit, groupes électrogènes qui tournent pour l'ensemble de l'île. Donc c'est un peu plus fragile que 50 centrales nucléaires. Bien sûr. Camar. Oui, alors moi j'aimerais revenir un peu sur les projets, surtout sur l'organisation dans le temps. On dit souvent que à Mayotte aujourd'hui, les grands projets devraient sortir de terre, surtout en passant par nos intercos. Donc aujourd'hui, monsieur le directeur, vous commencez avec la ville de Mamoudzou, alors qu'on attend de voir des projets avec l'agglomération des Beni-Mamoudzou. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si les intercos justement s'intéressent à voir que ce partenariat finalement marche, est-ce que vous n'allez pas être submergé rapidement? Est-ce que vous allez pouvoir suivre? Écoutez, il y a 17 communes, il y aura peut-être quelques intercos. Deux choses. Moi, je me suis gréé pour ça. C'est-à-dire que j'ai une équipe qui est en contact des collectivités. J'ai des techniciens d'une part, mais j'ai aussi des équipes qui vont en contact des collectivités pour glaner finalement l'information des projets. Donc aller voir une interco, ça ne pose aucun problème. Exemple d'ailleurs, Caribus, où on est en contact, on a une convention. Pareil, on a les plans. On a dû aménager les plans parce que là, pour le coup, Caribus, c'est pousser tous les réseaux de côté. C'est un peu l'autre chantier, ça c'est. Voilà. Et donc, mais peu importe. On a travaillé, on a les solutions, et le jour où ça démarra, on saura faire. Donc finalement, vous voyez, c'est le même principe. L'un dans l'autre. On a la chance. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir. Parce qu'un département classique en France, c'est 100 ou 200 communes, dont certaines font 50 habitants. Ici, c'est toutes des grandes communes, il n'y en a que 17. Bon, c'est un peu plus facile d'aller voir les 17 régulièrement et savoir ce que chacune a envie de faire. C'est beaucoup plus simple en réalité. Parce que les collectivités sont moins complexes. Par rapport aux énergies renouvelables, électricité, on en est où ? Écoutez, c'est mieux que rien, mais c'est pas génial. En gros, il y a 5% de solaire en énergie par an, donc c'est pas extraordinaire. Un peu de biomasse qui existe, et puis le reste, c'est aujourd'hui du gasoil thermique. Les projets, alors c'est pas EDM aujourd'hui qui décide, c'est plus comme ça, c'est la programmation plurielle de l'énergie qui existe dans chaque DOM et qui existe pour la France entière. C'est des projets séparés. Qui dit à juste titre, la chance de Mayotte, c'est le solaire, donc il faut y aller à fond. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faudrait quand même pousser un grand coup d'accélérateur, parce que le potentiel est facilement de 35-40%, on n'est qu'à 5%. Donc je pense, moi, qu'il faut créer les conditions pour que les privés, le client lambda même, qui a de la surface, soient tentés économiquement de passer à l'acte et de produire de l'électricité sur ces surfaces. Parce que la question qui existe, elle, par contre, c'est le foncier. On a difficulté d'accès à des surfaces, et donc il faut, je pense, faciliter l'usage des surfaces pour faire du photovoltaïque et aider un peu plus le photovoltaïque, puisque pour l'instant, on constatera que c'est pas extraordinaire, mais le potentiel est là. Oui, et puis la capacité de stockage aussi, c'est aussi important.
Alors, le stockage, oui, parce que le soleil brille le jour et que la consommation se fait à 19h quand vous faites votre journal du soir, j'imagine. Ouais. Donc, il faut, oui, effectivement, il faut stocker un peu le jour pour passer la pointe du soir. Mais ça se fait très bien, ça. C'est mettre des batteries. D'ailleurs, les 2 premières batteries de Mayotte seront installées en 2021. Et donc, on sera doté d'outils de report de charge. Est-ce que c'est le futur, ça ? Oui. Je pense, oui, clairement. Ouais. Clairement, et il y a un autre aspect qui est le futur aussi, c'est que l'électronique, le soleil, la batterie, c'est pas mal, mais ça n'a pas la puissance, si vous voulez, de machines tournantes qui ont une certaine inertie. Ouais. Parce que, et donc, on ne pourra pas se passer de machines tournantes. On estime, nous, aujourd'hui, que le taux de pénétration maximal du photovoltaïque, ce serait la moitié. Alors, on a de la marge, mais bon, c'est quand même que la moitié. C'est pas tout, ça n'existe pas. Et donc, nous, on va passer nos moteurs... ceux qui existent, sans changer fondamentalement d'ailleurs, au bio. On va utiliser de l'huile de colza, made in France. Oui. Oui, parce que le gasoil n'est pas made in France. Donc, non, mais c'est bien parler bio, français, c'est bien. Voilà. Et d'ailleurs, on va débuter par une expérimentation pour que vous pourrez venir, la presse sera invitée bien sûr, pour vérifier que ça fonctionne bien à la centrale de Badamier en avril. Donc, et ensuite, quand on aura fait ça, on convertira l'ensemble de nos machines au bio. Ce qui veut dire que, somme toute, d'un point de vue ENR, énergie renouvelable, on pourra passer à 100% quelque part assez vite, mais pas à 100% local, 100% importé. C'est du bio importé, mais je peux pas, j'ai pas la matière ici sur Mayotte pour faire. Et sur le très long terme, si vous êtes un peu curieux sur les 20 ou 30 ans, j'attends de voir ce qui sort des études géothermie qui peuvent constituer une alternative à très long terme pour de l'énergie locale cette fois et bio. Alors, moi j'aimerais finir avec vous, monsieur le directeur, par rapport à, on a tous vu cet hélicoptère, on a vu tous ces ouvriers qui sillonnaient Mayotte, en tout cas du nord au sud, par rapport à ces câbles haute tension, où ça en est, parce qu'on a vu que là peut-être l'hélicoptère est reparti, les ouvriers sont repartis, où ça en est exactement le chantier? Alors, en fait, la ligne haute tension, donc qui va de Longoni jusqu'à Sada, en passant par les collines, et qui doit faire 18 km en tout, est terminée. Il y a encore quelques câbles à tirer au bout, mais si vous voulez, l'ouvrage est fini. D'accord. On est en train de construire à Sada le poste qui va transformer le 90 000 en 20 000 volts de distribution, si vous voulez. Ce poste-là sera mis en service à notre rendez-vous en septembre de l'année. Rendez-vous de l'année. Non, mais c'est important de le dire. Non, c'est important. Oui, c'est pas neutre, exactement. Parce que cette injection à SADA va permettre une amélioration, mais alors assez notable. Alors, grosso modo, ça va être 2 fois mieux, si je dois simplifier. Le nombre de coupures dans le sud est plus lié à la distance, si vous voulez, aujourd'hui, qui existe par rapport à Longoni et Kaweni. C'est loin. Et donc, il faut traverser la forêt, le long des routes, etc. C'est plus fragile que si vous avez l'injection au milieu, finalement. Et donc, on va vraiment améliorer la qualité dans le sud avec cette mise en service en septembre. Donc, c'est un chantier qui avance normalement. Il a pris 3 mois de retard because Covid, qui a empêché de travailler à un moment donné. Claude Hartmann, ce chantier va démarrer quand ? On parle de Kaweni, vous avez été visité hier, ça va démarrer quand ? C'est une bonne question, on n'a pas de date, mais j'ai entendu dire que ce serait fini dans 2 ans. Parce que c'est un peu long, ces affaires-là, c'est une restructuration urbaine. Donc, croisons les doigts, j'ai entendu une date de fin dans 2 ans. En tout cas, nous, on sera au rendez-vous. Chacun est dans son rôle. En fait, quelque part, nous, on va profiter de ce chantier-là pour faire propre, on l'a dit tout à l'heure, mais on le fera au moment où ça se passera. J'ai un autre exemple comme ça, Caribus, on est prêt. Si ça démarre pas, on fait pas le chantier. C'est-à-dire qu'on suit finalement la voirie et non pas l'inverse. On est sur une navigation de Caribus tout à l'heure d'ailleurs. Merci beaucoup Claude Hartmann d'être venu ce matin sur ce plateau. Merci à vous. Pour nous tenir au courant de tout ce qui se passe. C'est tout, je l'ai placé, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.